faire pas monter les gens qu'il y a dans la rue. Je suis un peu défoncé là. Bonjour à toutes et à tous, 11h du matin, mardi, c'est live. Alors on est entre les deux tours et on va parler aujourd'hui de patrimoine du président de la République, ce patrimoine dont aucun journaliste, sauf Monsieur Jean-Baptiste Rivoire, parle, parce qu'il est le seul à avoir enquêté sur ce fameux patrimoine, étant donné que visiblement aucun journaliste ne tique sur les, je crois, 600 000 euros annoncés par la haute autorité de la vie publique. Mais d'abord, je voulais vous présenter Jean-Baptiste Rivoire, ex-rédacteur en chef adjoint de spéciale investigation sur Canal+, et aujourd'hui rédac-chef ou même directeur de la publication de Off Investigation sur YouTube, auteur d'une grosse enquête sur le patrimoine du Macron, ainsi que sur cet excellentissime livre, L'Élysée et les oligarques contre l'info. Alors déjà, bonjour, cher Jean-Baptiste, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Petite rectification, certains confrères ont bossé quand même sur le patrimoine de Macron, notamment le Canard enchaîné, Hervé Martin. Oui, c'est vrai, le Canard enchaîné qui bosse toujours d'ailleurs sur les affaires dont personne ne veut parler. Mais d'abord, on va parler de votre bouquin. Est-ce que c'est vrai en effet que c'est compliqué aujourd'hui de lancer des enquêtes et faire de l'information avec tous ces oligarques qui possèdent toutes ces chaînes de télé, tous ces médias? Bah oui, en fait, depuis 15-20 ans, une petite poignée de milliardaires a pris le contrôle de 95% des marques d'information privées françaises. Ils font pas ça pour l'argent, ça rapporte pas forcément beaucoup. Ils font ça pour l'influence, ils font ça pour contrôler l'information, domestiquer l'information, peser sur les politiques. Et l'un des premiers trucs qu'ils font en général, c'est de réduire les coûts, donc de virer des journalistes et surtout de virer tous ceux qui font de l'enquête, parce que l'idée, c'est quand même pas d'être dérangé par des gens qui font de l'information. Donc on éradique l'investigation dans la presse privée massivement depuis 15 ans. Et désormais, la volonté de contrôler l'info et de contrôler l'information des Français est telle que même dans l'audiovisuel public, selon moi, il y a des pressions fortes pour limiter le périmètre de l'investigation, bien sûr. Surtout qu'aujourd'hui, on le voit lorsque, je sais pas, on va sur Internet, sur des journaux mainstream, même des médias, on voit que ceux-ci ne reprennent essentiellement que les infos AFP, Agence France Presse, quoi. Et il y a très peu, on dénombre très peu de plumes en réalité qui écrivent d'articles, on va dire, exclusifs. Si vous empêchez les journalistes d'enquêter, de fouiller, de vérifier des faits, d'avoir un peu de temps pour gratter, qu'est-ce que vous faites? Vous en faites des petits soldats qui répètent ce que disent les institutions. Alors, on cite les ministères, on cite les entreprises, on cite effectivement l'AFP, mais on ne va pas chercher de l'info, on ne vérifie pas, on ne se pose pas beaucoup de questions juste parce qu'on n'a pas le temps. C'est souvent une censure économique. Donc oui, effectivement, quand vous abîmez l'investigation, vous avez plus de facilité à faire reprendre vos éléments de langage et votre communication par les journalistes qui n'ont plus moyen forcément de vérifier ou d'enquêter, quoi. Parce que cette investigation, elle coûte vraiment cher pour ces médias? Ça coûte un peu de salaire de payer quelqu'un pour aller chercher de l'info, mais si vous voulez, le problème, c'est que vouloir couper le journalisme dans les médias d'information, c'est quand même compliqué parce qu'au bout d'un moment, vous faites plutôt de la communication ou du journalisme de validation où vous reprenez les autorités et donc vous finissez par mentir au bout d'un moment parce que si on ne peut pas gratter, vérifier, on prendra un exemple sur le patrimoine d'Emmanuel Macron, si vous reprenez ce qu'il dit ou quand la haute autorité dit il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet puis vous faites rien, quoi. Or, il y a un sujet. Donc, si vous faites ça, vous domestiquez vos médias, vous domestiquez les journalistes et au bout d'un moment, ils font plus d'informations. Et qu'est-ce que c'est le risque à terme? Alors, à court terme, vous faites des économies et vous êtes sûr que vous n'avez pas d'emmerdeurs dans la rédaction. Le problème, c'est qu'à moyen terme, vous perdez de la crédibilité parce que le public ne vous croit plus. Et donc vos médias, finalement, perdent de l'influence parce que si plus personne les regarde parce qu'ils font plus d'informations, finalement, ils servent plus à rien. Donc, après avoir sabordé des marques d'information, je pense que les oligarques auront tendance à reprendre ou à vouloir reprendre le contrôle de marques qui, elles, ont de l'influence. En fait, ces gens-là achètent de l'influence et nous, notre boulot, c'est de créer de la crédibilité et de l'influence. Et eux, ils la dilapident au profit de leurs intérêts. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, ça coûte un peu cher de faire de l'investigation, mais c'est la seule façon d'informer les Français et d'avoir du public à terme. Mais est-ce qu'ils arrivent à avoir de l'influence? Par exemple, quand un milliardaire achète Libé, est-ce qu'il a de l'influence alors que Libé, par exemple, voit ses chutes drastiquement baisser?
Bah, le problème, si vous voulez, vous remarquerez que c'est assez rare que ces gens créent des marques de toutes pièces. Parce que de toute façon, si Bernard Arnault ou Vincent Bolloré ou Arnaud Lagardère demain créent une marque d'information, elle risque pas de fédérer des millions de Français et d'avoir une énorme influence parce que finalement, c'est pas vraiment de l'info. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des marques qui ont été crédibilisées pendant des dizaines d'années par des journalistes qui, sincèrement, ont fait le boulot. Peu importe les marques, Paris Match, le JDD, le Parisien, les Échos, même Canal, je veux dire. C'est des médias dans lesquels des gens se sont battus pour faire de la bonne info. Quand ça a acquis une bonne crédibilité, qu'il y a des bonnes ventes, etc., les types débarquent, ils achètent la marque, et puis après, ils l'instrumentalisent pour leurs intérêts. Donc, ils l'abîment et ils abîment leur crédibilité. Donc, oui, ces marques ont de la crédibilité jusqu'à ce qu'elles soient abîmées par les puissants milliardaires qui les abîment. Dans le cas de Libération, par exemple, il y avait eu des gens qui s'étaient battus dans ce journal pour en faire un journal respectable pendant des dizaines d'années. Quand Drahi rachète Libération en 2014, il rachète une marque. Alors après, évidemment, comme ils virent des journalistes et qu'ils ne développent pas beaucoup l'information, finalement, les ventes baissent, continuent à baisser après Drahi et deviennent totalement ridicules à un moment donné, au point qu'ils ont été obligés de nommer un nouveau patron pour essayer de faire un peu d'information, pour retrouver un peu de crédibilité, parce que à force de torpiller l'investigation et au fond l'information, bah, vous perdez des lecteurs, quoi, évidemment. Mais est-ce que c'est un système qui est typiquement français ou ailleurs aussi, je ne sais pas moi, en Allemagne, en Angleterre ou en Amérique ou en Espagne, le système est globalement le même? Alors qu'il y ait des grandes industriels, des grands milliardaires qui prennent le contrôle de journaux, ça existe partout, bien sûr. Souvent, ailleurs, c'est des gens dont le métier est l'information. Je pense à Bertelsmann en Allemagne. Ce qui est un peu particulier en France, c'est que les 6 ou 7 milliardaires qui ont pris le contrôle de toutes les marques d'infos, il n'y en a pas un dont le boulot, c'est l'information, hein. Eux, ils font du bâtiment, de la vente d'armes, tout ce que vous voulez, sauf de l'information. Donc, ils prennent ces médias pas parce qu'ils adorent les journaux, hein, juste pour avoir de l'influence. Et ce qui est particulier aussi en France, c'est qu'ils sont quand même très proches de l'actuel président de la République, puisque dans la majorité d'entre eux, ils l'ont soutenu en 2017, ils continuent à le soutenir aujourd'hui. Et donc là, vous avez quand même entre Emmanuel Macron et 6 ou 7 milliardaires une concentration de pouvoir extrême, puisque dans un pays, on est dans un régime présidentiel voilà, où le président a énormément de pouvoir, le Parlement est devenu un Parlement croupion, la justice n'a pas les moyens de travailler, et la presse est domestiquée. Donc en gros, vous avez un président ultra puissant et 6 ou 7 milliardaires qui tiennent quand même une énorme majorité des titres d'info. Reste l'audiovisuel public, sauf que l'audiovisuel public en France, il est très dépendant de sa tutelle depuis des années, c'est pas nouveau, hein, et donc il dépend beaucoup du politique et du président, et donc ils sont sous pression. Et donc quand c'était Sarkozy qui est arrivé, il a dit je vais vous couper la pub, là c'est Macron qui est arrivé, il dit je vais vous couper la redevance. Donc finalement c'est un audiovisuel public qui n'est pas indépendant, qui est très domestiqué par le pouvoir. Donc on a là finalement 95% des marques d'information privées françaises qui dépendent de milliardaires souvent favorables à Macron, et un audiovisuel public qui ose plus bouger une oreille. Enfin, quand Macron est arrivé en 2017, il a gueulé très très fort contre France Télé en disant que c'était la honte de la République, tellement il était furieux parce qu'il y avait eu des enquêtes qui l'avaient dérangé. Moi, je remarque qu'à partir de cette date, France Télévisions a fait très attention de surtout pas trop vexer Emmanuel Macron. Et la dernière fois qu'ils ont osé faire un espèce de soi-disant bilan du quinquennat, ce qui serait quand même juste un peu leur boulot, ils ont fait un truc, ils ont enlevé Macron du titre, ça s'appelle 5 ans, c'est passé sur France 5, et c'était le quinquennat Macron était décrypté par des gens qui avaient beaucoup de recul, qui étaient donc le Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui avait tiré sur les Gilets jaunes, Christophe Castaner, la communicante d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye, et le communicant de l'Élysée, Jean-Marc Dumont. Et à part une phrase à Marine Le Pen et une phrase à Jean-Luc Mélenchon, en gros, c'était les macronistes qui nous faisaient un bilan du quinquennat Macron. Autant vous dire que le film de France 5 trouvait que le quinquennat Macron s'était bien passé. Donc là, vraiment, on se fiche de nous. L'information est quasiment entièrement domestiquée en France, quoi. Mais est-ce que ça choque, par exemple, vos confrères que ça se passe ainsi? Parce que j'imagine que quand on est journaliste, on a envie de découvrir des vérités. On n'a pas envie d'être domestiqué. Alors, ceux qui résistent, c'est voilà, c'est ceux qui ont envie de faire de l'enquête, qui ont envie de faire du journalisme indépendant, et cetera. Évidemment, ils font pas ce métier pour être domestiqués. Donc eux, ils sont pas contents, ils ruent dans les brancards. Quand on les déprogramme, ils râlent. Nous, on a été déprogrammés, par exemple, en 2015 pour une enquête sur la banque, tenue par un ami de Vincent Bolloré. Bon, bah, on n'était pas contents, on a protesté, et cetera. Donc il y a quelques journalistes qui protestent. Après, si vous voulez, d'abord, la majorité, je trouve, moi, des confrères, protestent pas assez. Je pense que c'est un métier dans lequel on doit combattre et résister parce que sinon on perd notre crédibilité. Et puis vous pouvez toujours protester. Je veux dire, la réalité, c'est que vous perdez votre boulot. Enfin, moi, j'ai râlé contre la censure. En gros, j'ai perdu mon boulot. Mes copains du service public France Télé, s'ils râlent trop contre la mainmise de Macron, bah, ils vont être gentiment remerciés. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il y a plein de bons journalistes qui quittent les grands médias depuis 15 ans. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, comme les milliardaires veulent pas d'eux et que l'audiovisuel public est quand même tenu, et bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lancent dans des médias indépendants. C'est ça qui va révolutionner le système, hein, c'est les médias indépendants.
que ce soit Les Jours, qui a été créé par des anciens de l'IB, qui ont atteint l'équilibre. Plenel est à 250 000 abonnés, donc voilà, il est prospère. Que ce soit le Canard enchaîné vit sans publicité, il vend très bien son journal et il paye très bien ses journalistes. Donc, je veux dire, à un moment donné, oui, l'information coûte un certain prix, sauf qu'elle se vend bien aussi auprès du public. Donc voilà. Donc la vérité, c'est que ceux qui ont des modèles économiques aujourd'hui à l'équilibre, sans être obligés d'aller faire la danse du ventre devant les annonceurs, c'est des médias indépendants. Mais est-ce que les gens, parce que souvent les gens disent oui, on n'a pas confiance dans les médias. Malgré tout, ce que je remarque, c'est que lorsque, par exemple sur Twitter, lorsqu'ils ont une info, cette info vient d'un média mainstream. Lorsque cette même info vient d'un média indépendant, les gens n'ont pas l'air d'y croire à 100%. Alors, oui, c'est le problème, si vous voulez, de ces marques d'information dont la crédibilité a été créée pendant 40 ou 50 ans. C'est pas parce qu'Arnaud Lagardère ou Bernard Arnault mettent la main sur Le Parisien, Les Échos ou le Match, que demain matin, ça devient une merde. Faut pas exagérer. Je veux dire, c'est des canards qui gardent quand même une certaine tenue, on va dire, et surtout qui ont une image de marque favorable. Donc les gens croient que c'est vrai. C'est marqué, c'est dit dans Le Parisien, c'est dit sur France 2, c'est dit sur bon. Donc ils croient que c'est vrai. Donc oui, c'est pour ça d'ailleurs que les milliardaires achètent ces marques, c'est parce qu'elles sont crédibles. Alors après, eux, ils abîment leur crédibilité en les instrumentalisant. Donc petit à petit, ces marques perdent des lecteurs, perdent de la crédibilité, mais c'est vrai qu'elles en conservent. Après, quand vous dites les gens ne croient pas les médias indépendants, oui et non. C'est-à-dire que les journalistes du système, eux, détestent les médias indépendants parce que ça vient les concurrencer. Ça, c'est sûr. Après, la population, moi, je vois aussi des gens qui sont écœurés par les grands médias et qui ne les croient plus. Donc, si vous voulez, je Enfin, je pense ne veux pas dire qu'ils ne croient pas les médias indépendants. Moi, je veux dire le grand public, je veux dire la grande majorité du grand public a besoin, que ce soit TF1 ou l'AFP, vous voyez, des organes comme cela, pour dire ah, il existe une information. Prenez l'exemple de McKinsey. McKinsey, tant que TF1 et France 2 n'en ont pas parlé, eh bien, Monsieur Durand et Madame Dupont n'en avaient pas pris connaissance. C'est ça la puissance de ces grandes marques, si vous voulez. C'est pas pour rien que Martin Bouygues, en 87, décide d'acheter la première chaîne française. C'est parce qu'effectivement, c'est des marques. Un jour, un patron de TF1 disait tant que ça n'est pas passé sur TF1, ça n'existe pas. L'information n'existe pas tant qu'elle n'a pas été reprise par TF1. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites. C'est des grandes marques installées depuis très longtemps qui ont une grande crédibilité. Donc effectivement, elles sont très importantes. Et nous-mêmes, quand on fait le patrimoine de Macron, quasiment aucun grand média ne donne écho au truc, sauf un quotidien qui se trouve être très à gauche, qui est l'Humanité, qui apprend la veille qu'on fait un truc. Moi, je ne les connais pas. Ils m'appellent, je leur parle de l'enquête, ils font une page. Bon, qu'est-ce qui circule sur les réseaux sociaux? C'est la page d'un journal connu. Parce qu'on se dit, si c'est l'Humanité, c'est un minimum vérifié. Bon. Donc, nous, les médias indépendants, on a un problème de crédibilité aussi parce qu'on n'a pas de marque encore très connue. Et par ailleurs, on peut aussi avoir des conneries dans les médias indépendants comme on peut avoir des conneries sur les réseaux sociaux. Donc, ça crée de la méfiance, c'est normal. À nous de créer des marques de médias indépendants solides et sérieuses. Nous, on essaye à Off Investigation de faire un journalisme sérieux, vérifié, contradictoire, solide, pour que tous ceux qui, dans le grand système, vont nous rejeter du côté des complotistes, des malades mentaux ou je ne sais pas quoi, et nous mettre sous le tapis et dans la poubelle, puissent plus le faire dans quelques années. Mais pour l'instant, évidemment, la tentation, c'est de dire, oui, mais c'est un documentaire fait sans respecter les règles du journalisme, exemple type Hold Up, qui serait en partie complotiste, donc tout ça, c'est n'importe quoi. Donc il faut bien rester s'accrocher aux grandes marques, puisque les médias indépendants font n'importe quoi. Bon, ça, c'est pas vrai. Les grandes marques peuvent faire de la propagande, et les médias indépendants peuvent faire du bon boulot. Après, je veux dire, à nous aussi de faire gaffe à ce qu'on fait et d'avoir des faits vérifiés, mais la population française comprendra au fil du temps que dans les médias indépendants, il y a du boulot sérieux, je ne suis pas inquiet, et je pense que ça va être très subversif pour les grands médias, parce que quand on va commencer à faire le job, je prends l'exemple de la série qu'on a fait sur Macron, 8 mois de travail, 8 documentaires, bilan du quinquennat. Nous, on n'est pas débiles. Enfin, nous, on n'a rien contre les grands médias. On le propose à tous les grands médias, ce truc-là, à l'été 2021. Toutes les chaînes refusent systématiquement un bilan du quinquennat Macron. En gros, elles ne le feront pas. Et les seuls qui prétendent l'avoir fait, c'est France Télé, mais ils ont fait un truc qui s'appelle encore une fois 5 ans, qui dure 3 heures et qui est une agiographie du quinquennat. Donc c'est fou parce qu'on a l'impression, en fait, dans les grands médias audiovisuels, on ne peut pas porter un regard critique et distancié sur le président Emmanuel Macron. Donc il y a un moment donné, c'est quand même un énorme vide. Et nous, quand on fait cette série avec 3 francs 6 sous et un financement populaire, finalement, on fait des documentaires qui sont peut-être pas inoubliables, qui sont peut-être pas le prix Albert Londres, mais enfin, on regarde de manière critique son rapport à l'hôpital, son rapport à son patrimoine, son rapport aux gilets jaunes. Et je suis désolé, c'est hyper important. Et d'ailleurs, les gens qui nous mettent des messages nous disent, mais heureusement que vous faites ça, parce qu'on ne le trouve pas ailleurs, quoi. Mais justement, qu'est-ce que vous ont répondu ces grands médias lorsque vous leur avez proposé ces reportages? Alors, il y a qu'est-ce qu'ils ont répondu, puis il y a la vraie raison, parce que je ne suis pas sûr qu'ils m'ont dit la vérité. Bon, ce qu'ils nous ont dit, M6, c'est désolé, on n'ira pas sur la politique, sauf avec Karine Le Marchand.
Bon, alors moi, Ah, même en me Karine Le Marchand fait de la déshabillant, hein, politique dorénavant. bah, Non, elle met les politiques sur des canapés. Donc, apparemment, comme on n'était pas Karine Le Marchand et qu'on mettait pas les politiques sur des canapés, mais nous, on les met plutôt sur le grill, c'était pas possible sur M6. Donc voilà. d'accord. TF1 nous a dit: «On a déjà un projet, certes un peu différent». Alors, je crois qu'ils ont fait quelques mois plus tard un truc sur, LCI TF1 où il y avait, Audrey Crespo et Darius Rochebin face au président avec quelques images de son quinquennat. Mais alors, c'était pas vraiment très mordant, on va dire, hein. Arte nous a dit: «Non, mais ça n'intéressera pas les Allemands», alors que 6 mois avant, ils avaient fait un doc sur Macron, mais très favorable, donc là, ils se sont fichus de nous. Bon, D'accord. Canal, j'ai un petit différend personnel Un à l'époque, mais contentieux, oui. oui, voilà. Et France Télé nous dit: «On fait déjà 3,52, on n'en fera pas d'autres». Et ça, c'est intéressant comme réponse parce que France Télé, il y a quelques années, c'était 3-4 chaînes. Il y avait France 3, France 2, France 5, et cetera. Donc en fait, on aurait proposé à France 3, ils auraient dit non, on aurait proposé à France 5, et cetera. Là, depuis 2019, qu'est-ce qu'a fait Ernotte, qui est en situation de monopole sur le documentaire politique en France, quasiment? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé un guichet unique en disant: «Bah non, mais c'est moi la patronne de toutes les chaînes. Donc moi, je décide tout et je mets une femme à la tête de ce guichet qui est Catherine Alvarez et on va tout décider nous». Et donc, en fait, on peut plus proposer aux différentes chaînes de France Télé, on est obligé de proposer au guichet unique. Le guichet unique, il vous dit non. Donc moi, le guichet unique, il me dit, bah non, on a déjà un projet. Mais je leur dis, mais vous avez 3 chaînes. Et en fait, leur projet, c'est pour France 5. Et quand ils me disent non, ça veut dire, en fait, France 3 et France 2 vont rien faire sur le quinquennat Macron. Rien du tout. Puisque sinon, ils m'auraient dit, bah, ça pourrait peut-être être pour France 2 ou pour France 2. Ils m'ont dit, non, on en fait déjà un projet, ça suffit. Et leur projet, c'est une hagiographie pour France 5. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, on se moque de nous, il n'y a pas de travail critique possible. Alors, il y a des petites exceptions. Par exemple, Tristan Walex, qui est un excellent confrère à la tête de Complément d'enquête, essaie de faire le job. Et de temps en temps, il accroche la Macronie. Il l'a fait récemment avec un portrait de Michel Marchand ou en montrant que l'armée française qui aide le régime égyptien, finalement, aide l'armée égyptienne à tirer sur des civils dans le désert. Bon. Donc, des fois, il dérange un peu, Tristan Walex. Mais là, Macron a monté en puissance dans la pression qu'il va exercer sur l'audiovisuel public. C'est plus juste, c'est la honte de la République. C'est demain, je vous coupe les vivres. Parce que la suppression de la redevance, c'est quand même une façon de couper les vivres. Donc, comment est-ce que Delphine Ernotte va pouvoir travailler demain? Soit elle vire tout le monde, soit elle va mendier auprès du gouvernement tous les ans. Excusez-moi, je peux avoir un petit budget? Non, c'est trop cher. OK, on va faire moins. Moi, je ne suis pas sûr que demain, Delphine Ernotte, quand elle ira voir le gouvernement, elle pourra continuer à laisser Valex ou Lucet faire des enquêtes qui dérangent. S'il faut que d'une main, elle fait la manche pour avoir de l'argent du gouvernement. Et voilà, donc très rapidement, je pense que le gouvernement va lui dire, écoutez, on va vous financer, mais par contre, arrêtez de nous chier dans les bottes. Enfin, franchement, c'est ça qui va se passer. Et donc, ça va être Mais encore plus difficile pour les vous avez confrères. longtemps que vous êtes journaliste. Est-ce que ça se passait comme ça il y a 15, 20 ans? Non, c'était pas à ce point-là. D'abord parce que, il n'y avait pas autant de marques d'informations privées, contrôlées par des milliardaires, que par ailleurs ces milliardaires n'étaient pas forcément tous, en soutien du président. À l'époque de Sarko, par exemple, ça pouvait être assez partagé entre, je me souviens par exemple quand Xavier Niel prend le contrôle du Monde, Xavier Niel est plutôt marqué à gauche, Sarkozy il est pas content. Donc, Arnaud Lagardère est plutôt sarkozyste et cetera, mais, Vincent Bolloré aussi, mais c'est un peu plus varié. Et puis par ailleurs, il y avait quand même plus de pluralisme pour une raison simple, c'est qu'en fait, la prise de contrôle de Canal par Bolloré est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'avant 2015, vous avez encore une fois dans le service public plusieurs chaînes qui ont chacune une direction, donc elles sont relativement proches, mais quand même, vous pouvez faire toc-toc chez l'une, toc-toc chez l'autre. Et nous, à Canal, on passait notre temps à emmerder les copains du service public en les challengeant, en essayant de faire des enquêtes un peu plus libres, façon de leur dire, hé les gars, bougez-vous. Et d'ailleurs, quand Paul Moreira crée en 99 l'émission 90 minutes sur Canal avec De Greff, un an plus tard, les copains de France Télévisions et Hervé Brusini créent Pièce à conviction parce qu'ils sont vexés. Donc, ils créent un truc qui va être une émission d'enquête prestigieuse pendant 15 ans. Ensuite, bref, donc les deux groupes, Canal et France Télé, quelque part se tiraient un peu la bourre. À partir du moment où Vincent Bolloré va éteindre l'investigation sur Canal+ et les Guignols, Ernotte est en position de monopole. Donc déjà, c'est très dangereux parce qu'un monopole, bah, ça permet de verrouiller. Et qu'est-ce qu'elle fait en 2019? Elle prend les 3 chaînes, elle crée un guichet unique pour le documentaire. Et là, en gros, il n'y a plus rien il y a plus un cheveu qui dépasse, qui peut déranger le pouvoir exécutif. Donc on est dans une situation extrêmement verrouillée, beaucoup plus que sous Sarko, parce c'est vrai que Sarkozy tapait beaucoup des pieds sur la table, il s'énervait beaucoup contre les médias de gauche, etc. Mais en vérité, ça résistait à France Télévisions. Il y a eu des bagarres épiques. Il ne contrôlait pas toute la presse. Là, on a une direction de France Télévisions qui est complètement à la botte du macronisme et des médias privés qui, pour la plupart d'entre eux, sont entre les mains de milliardaires qui, grosso modo, soutiennent Macron ou s'arrangent avec lui. On peut disserter longuement sur l'opposition entre Vincent Bolloré, Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Mais il faut voir les choses un peu plus subtilement. Les médias de Vincent Bolloré ont accueilli Macron avec un tapis rouge en 2017 quand il est arrivé. Marlène Schiappa a passé son temps à aller animer des émissions avec Cyril Hanouna sur C8. Macron appelait Hanouna en disant « Oh, c'est mon anniversaire. Oh, président, c'est votre anniversaire. » Donc, les médias de Bolloré ont été très complaisants. C'est vrai que sur la fin du quinquennat, ils ont basculé beaucoup plus à droite en soutenant Zemmour, qui était une façon d'aiguillonner Macron. Mais franchement, là, il s'est passé quand même un truc
étonnant. Enfin, depuis quelques mois, moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une opposition forte entre Bolloré et Macron. Depuis que Bolloré a réussi à vendre sa branche Africa Logistique pour des milliards d'euros à la famille d'Alexis Kohler, secrétaire général adjoint de l'Élysée, le groupe MSC italien a racheté à prix d'or les branches africaines du groupe Bolloré. Je ne sais pas pourquoi ce deal a été fait et dans quel intérêt, mais en tout cas, je constate que suite à cette opération très financièrement favorable à Bolloré, je n'ai pas le sentiment qu'il ait continué sa croisade anti-Macron très fortement. Est-ce que vous avez quand même, malgré tout, un espoir sur les nouvelles générations de journalistes? Est-ce que ces nouvelles générations de journalistes, elles, sont dans une volonté aussi d'enquêter, d'être plus indépendantes, ou peut-être sont-ils aussi dans une forme de soumission? Alors déjà, ils sont précarisés parce qu'ils sont mal payés, ils n'ont pas de boulot et ils ont du mal à trouver du taf. Je les trouve plutôt affûtés sur l'indépendance des médias, sur la nécessité de faire attention à qui sont les propriétaires, et cetera. Ça, c'est vraiment un message qui est passé. D'ailleurs, je suis assez content d'avoir réussi à faire ce bouquin en janvier, mais surtout aussi que le Sénat se soit emparé de la thématique de la concentration. Parce que même s'ils ont accouché d'une souris au final, et franchement, leur rapport est pas très performant, on va dire, n'empêche qu'il y a toute une grande presse qui ne se réveille que quand le Sénat ou les institutions bougent. Et le fait que le Sénat fasse une commission d'enquête sur la concentration, vous avez eu des papiers partout là-dessus. C'est devenu une préoccupation importante des Français. On en parle dans l'espace public et dans les grands médias. Et moi, je pense que la jeune génération est hyper sensible à ce problème de concentration et du fait que les médias sont tenus par une poignée de gens. Bon, enfin voilà, il y a 6 ou 7 milliardaires et un État qui. Le problème de fond, c'est que ces gens contrôlent l'info pour la domestiquer. C'est le seul problème. Or, notre métier, c'est un métier de combat. Si on n'est pas en combat, si on n'est pas en résistance, on va se planter. Bon, donc les jeunes journalistes sont hyper affûtés par rapport à ça. Le seul problème, c'est qu'évidemment, quand vous voulez vous marier, payer un loyer à Paris, etc., à un moment donné, vous prenez un petit contrat. Puis quand vous prenez un petit contrat, après, c'est compliqué de dire, là, on me censure, je m'en vais, parce que vous fragilisez votre famille. Donc, il y a un problème de survie économique qui fait que c'est difficile. Mais moi, je pense que les médias indépendants demain embaucheront des journalistes. Et je pense que le modèle économique est solide, en vrai. Alors, en fait, ils sont fragiles, ces médias. On ne va pas se leurrer. Nous, on a fait notre série avec des bouts de ficelle. Mais à mon avis, si on crée de la crédibilité, je veux dire, un public. Nous, en 3 mois, on a 100 000 abonnés sur YouTube. Moi, je n'ai jamais été sur YouTube. 100 000 abonnés en 3 mois. C'est énorme. L'épisode du patrimoine va bientôt 1 million de vues. Ouais, il va bientôt arriver à 1 200 000. Donc, tout ça, alors qu'on n'était pas du tout connu. Mais moi, je me dis, si dans un an, on relance, je dis n'importe quoi, une saison 2 sur ce pouvoir, mais je pense qu'on ne va pas lever 200 000, je pense qu'on va lever 500 000. Et ça devient une façon de financer quelque part des investigations indépendantes. Parce qu'en fait, ce que les gens nous disent, c'est qu'ils en ont tellement marre d'avoir le sentiment que les grands médias ne peuvent plus faire le job, que quelque part, certains ne pleureront pas à la fin de la redevance. Ils vont se dire, super, j'économise 138 euros par an. Certains nous disent même, d'ailleurs, je vais en réaffecter une partie aux médias indépendants. Donc, je pense que France Télé, notamment, parce que bon, j'attendais pas grand-chose de TF1 M6, mais France Télé a trop joué avec la complaisance à l'égard du pouvoir et au bout d'un moment, a entamé sa crédibilité fortement. Et donc, il y a des gens qui vont être contents de remettre des sous dans les médias indépendants. Et là, ça va être bien, je souhaite bien du courage aux grandes entreprises, au pouvoir politique et au pouvoir économique quand il va falloir contrôler les médias indépendants. Là, par exemple, nous, on embête fortement la banque Rothschild et Emmanuel Macron avec ce sujet patrimoine. Le communicant de la banque Rothschild m'appelle, mais je me dis, le pauvre, quoi, il peut appeler ni mon actionnaire, ni mes annonceurs publicitaires. Vous voyez, c'est quand même, je le plains, quoi. C'est compliqué pour Mais lui. est-ce qu'il peut appeler YouTube, par exemple? C'est ça aussi le problème. Alors oui, on a une fragilité effectivement avec les GAFAM américains, et d'ailleurs nous on l'a expérimenté comme vous certainement sur le problème des Gilets jaunes, c'est que quand Yanis Mamdi fait une enquête Gilets jaunes, le maintien du chaos, c'est une enquête sur le maintien de l'ordre pendant la révolte des Gilets jaunes, et la question c'est est-ce qu'il n'y a pas eu une stratégie de Macron finalement de, je dirais pas de mettre de l'huile sur le feu, mais de laisser la situation pourrir pour discréditer la population, etc. Bon. En tout cas, sous prétexte qu'on met 2-3 images de faits qui se sont passés dans Paris, vous savez ce que c'est, les gens, voilà, vous y étiez sur le terrain, il y avait des matraques, voire pire, face à la population. Bon, voilà, on pense qu'on a eu un shadow ban de YouTube, c'est-à-dire une invisibilisation par YouTube qui a cessé de recommander cet épisode sous prétexte qu'il y avait un peu de violence policière, mais je veux dire, on ne l'a pas inventé, nous, la violence policière. Mais le pire, c'est que ça a frappé l'ensemble de notre série pendant plusieurs semaines. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a fini par retirer l'épisode Gilets jaunes de YouTube, et on s'est aperçu qu'en fait, le shadowban continuait. C'est-à-dire que les épisodes suivants, il a été tué à 70 000 vues, le Gilet jaune, et les autres stagnaient terriblement. Et finalement, dans l'équipe, on a discuté. On a un ancien du média qui m'a dit, ça nous est arrivé aux médias, il faut s'accrocher, il faut serrer les dents. Et donc, on s'est accroché, on a mis des nouveaux épisodes, notamment Alstom, la France à vendre, qui a bien marché à 100 000 vues. Et là, on a réussi à sortir progressivement de ce shadowban. Mais je veux dire, là, YouTube a fermé
fermé de manière arbitraire, je ne sais pas pourquoi, la chaîne de Thinkerview. Enfin, je veux dire, on est quand même entre les mains de ces GAFAM américains qui peuvent demain matin décider qu'il paraît qu'on ne peut pas critiquer l'OMS sur YouTube. Enfin, il y a un moment Non, donné. ça, vous ne pouvez pas. Bon, C'est donc là, il y a un impossible. gros problème. Voilà, il y a un gros problème parce que l'OMS, c'est une institution qui mériterait de très très fortes enquêtes. Et donc, si vous voulez, voilà, donc on a cette fragilité-là. Alors certains disent, il faut créer un réseau français où on ne dépendra pas des Américains. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais oui, quelque part, enfin, il faut nuancer. C'est-à-dire que les réseaux sociaux permettent de faire péter la censure des grands médias, permettent de faire circuler des choses. À mon avis, on joue un rôle démocratique majeur depuis 15 ans. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Et c'est hyper important qu'ils soient là. Et d'ailleurs, quand on voit le discours du système de mépris des réseaux sociaux, moi, je me souviens, enfin, même pas les réseaux sociaux, il y a quelques années, la direction de Canal avait décidé que Mediapart, il ne fallait pas reprendre parce que c'était le web, c'était des conneries. Et donc, on avait un chroniqueur célèbre de Canal, Jean-Michel Apathy, qui nous expliquait que Cahuzac avait rien fait. Et de l'autre côté, Mediapart qui s'accrochait à l'idée que Cahuzac avait planqué du fric en Suisse. Mais bon, ça, c'était à l'époque, c'était même Mediapart était diabolisé. Mais maintenant, c'est les réseaux sociaux massivement. Alors, on a ce discours permanent, les réseaux sociaux, c'est des conneries, patati patata. Ah oui, d'accord. Et les grands médias, c'est jamais des conneries. Bon. Donc voilà. Après, voilà, on dépend des Américains et sur Twitter et sur YouTube. Et moi, quand je vois que Macron invite les GAFAM à l'Élysée en permanence, je me dis ces gens doivent se parler. Nous, quand on a eu une censure sur Gilets jaunes, on s'est dit là, mais c'est deux images de violence policière. Mais si demain on fait le patrimoine du président, est-ce que YouTube va pas décider de manière complètement arbitraire, sans forcément nous prévenir, que parce qu'il y a eu un signalement, bon bah finalement, enfin, ils ont un pouvoir considérable sur nos contenus. Donc ça, c'est un vrai souci, évidemment. Mais comment, du coup, sur ce patrimoine, avez-vous travaillé? Comment vous avez enquêté? Combien de temps ça a duré? Et quels moyens avez-vous utilisé pour enquêter sur ce patrimoine? Alors, les mêmes moyens que sur tous les autres épisodes, une technique assez classique et basique de journaliste, très simple, hein. Il y a un jeune journaliste qui nous a rejoint pour nous aider sur la série. Je lui ai demandé de se mettre à l'avance, 4 mois à l'avance, sur cet épisode-là, qui était le dernier, de gratter. Et on a fait un travail de base tout simple. On a regardé tout ce qui avait été publié. On a retrouvé, moi j'avais découpé le papier du Canard en 2016 qui pointait le fait qu'il avait été hypocrite sur l'ISF. On y reviendra. Et puis on a gratté, cherché, on a sorti toutes ces déclarations de patrimoine. Depuis 2014, l'affaire Cahuzac, ils sont obligés de faire des déclarations publiques, donc on peut fouiller. Et on s'est aperçu que la déclaration de Macron n'était pas cohérente. Donc à partir de là, on a un peu étudié la fiscalité, on a essayé de ne pas se tromper, on a gratté, et on a trouvé des trucs qu'on ne pensait pas au début. En fait, au début, je pensais appeler le truc ISF, mon cauchemar, parce que ce qui me faisait marrer, c'est que quand Macron est arrivé en 2017, il a supprimé l'impôt sur la fortune, et bien sûr, il a dit c'est pour favoriser l'investissement, l'économie, patati patata. Bon, évidemment, il ne va pas dire je l'ai enlevé parce que je n'ai pas envie de le payer, quoi. Ou mes potes, les riches, n'ont pas envie de le payer. Enfin, il a quand même gardé l'impôt sur la fortune immobilière. Oui, voilà, il a transformé l'ISF en Voilà. IFI. Bon, donc certains disent qu'il n'a pas totalement supprimé, mais enfin, en tout cas, l'impôt sur la fortune tel qu'il existait a été supprimé et remplacé par l'IFI. En tout cas, moi, j'avais repéré en 2016 dans le Canard un petit article qui racontait qu'en fait, il avait été redressé sur l'ISF. C'est-à-dire qu'il ne le payait pas, mais il aurait dû le payer. Donc, on a gratté ce truc-là. Bon, c'est assez marrant. En fait, ils ont 2 biens immobiliers d'une certaine valeur, lui et Brigitte. Elle a une maison, en tout cas, lui a un appartement à Paris. Et bien évidemment que le montant total de ces 2 biens les assujettissait à l'ISF. Ils auraient dû le payer. Et pendant des années, on ne sait pas comment ils ont fait, ils ont réussi à ne pas le payer. Donc, en grattant un peu, Bercy, enfin voilà, le Canard a découvert en 2016 qu'en fait, ils avaient minimisé la valeur de leurs biens, ce qui est un grand classique, et qu'ils avaient été redressés. Donc ça, déjà, c'est amusant. Et puis, on a découvert d'autres trucs. Par exemple, Emmanuel Macron déclare toujours un patrimoine très faible, hein, de 156 000 euros en 2014, 308 000 en 2017, et désormais un petit peu plus, quelque chose comme 500 000. Mais enfin, on est quand même très faible par rapport à quelqu'un qui a été banquier d'affaires chez Rothschild pendant 4 ans et qui a gagné, de son propre aveu, quelque chose comme plus de 3 millions d'euros. Alors, pourquoi il a un patrimoine aussi faible? Alors, par exemple, une des techniques que manifestement il utilise, c'est que lui, il passe son temps à s'endetter. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire, ah mais non, mais en fait, j'ai pas beaucoup d'argent parce que j'ai des dettes, hein. Le patrimoine, c'est actif, passif. Alors, par exemple, il emprunte en 2011 350 000 euros au Crédit Mutuel. Banque que par ailleurs, il avait aidé à faire un deal important quand il était chez Rothschild. Bon. Bref, la banque lui prête 350 000 euros. Il dit, mais non, mais en fait, c'est de l'argent pour faire des travaux dans la maison de Brigitte. Donc, il déclare, je dois 350 000, donc il diminue son patrimoine de 350 000, ce qui est normal, il a une dette, mais il oublie de dire, par contre, Brigitte me doit cet argent. Donc, quand ça l'arrange, il déclare une dette, mais la créance sur sa femme, ça, il ne la déclare pas. Mais est-ce qu'il peut, comme ça, comme il est marié avec sa femme et qu'ils sont en communauté des biens, est-ce que ça, c'est ce qu'il a fait, c'est légal ou c'est une forme d'optimisation? Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit en mariage avec la communauté de biens. Ce que je sais, c'est que la maison de Brigitte, la maison du Touquet, appartient en propre à son épouse. Et à Oui, parce qu'elle a partir de là, hérité.
de cette maison? Oui, enfin, peu importe. En tout cas, c'est à elle, c'est pas à lui. Et à partir de là, si vous voulez, s'il donne de l'argent pour la maison de son épouse, qui est uniquement la maison de son épouse, qui n'est pas un bien qui lui appartient à lui, eh ben, donc, elle profite de cet argent, elle fait des travaux, elle valorise son bien. Derrière, elle lui doit 350 000 euros. Or, jamais ils ont mentionné cette créance. Et Bien donc, sûr. Emmanuel aurait dû dire, bah, j'ai emprunté, mais j'ai prêté à Brigitte, donc elle me doit, donc c'est neutre. En fait, il a pas dit ça. Il a dit, oh, bah, j'ai un trou de 350 000 parce que j'ai emprunté. Donc, déjà, ça, il y a un énorme problème qui a été signalé par des avocats fiscalistes à la haute autorité en 2017, lors de la campagne de 2017. Et c'est là que c'est un peu surprenant, c'est que la HATVP répond, on a regardé, il n'y a pas de sujet. Or, franchement, enfin, c'est un problème comptable majeur et simple. Si demain, on peut prendre 400 000 euros dans son patrimoine, le prêter à quelqu'un et dire, ah bah j'ai plus rien, et oublier que la personne va devoir vous rembourser, enfin, ça me paraît totalement incohérent. Mais surtout que, je vais faire un petit rajout, c'est que vous avez mis dans votre reportage un extrait où monsieur Macron dit: «Ma maison». Il utilise la possession face Alors à déjà, madame Salamé. déjà, oui, déjà, il dit un peu n'importe quoi, parce que là, il dit la maison que j'ai, mais finalement, c'est pas sa maison à lui. Bon, enfin, donc mais ça, c'est l'étape suivante. Mais juste sur ce prêt, la HATVP est saisie par des avocats fiscalistes. Elle répond, il n'y a rien à voir. Donc le type, un peu étonné, se dit, bah, je vais saisir la justice. Et là, on pourrait se dire, bah, la justice, François Molins, le procureur, on est au printemps 2017, il va peut-être enquêter. Le procureur, qui est aux ordres du gouvernement, hein, on est encore sous François Hollande, gouvernement de Manuel Valls, le procureur répond, la haute autorité a dit qu'il n'y avait rien, donc il n'y a rien. Donc en fait, personne ne vérifie, personne ne gratte. Je précise quand même qu'on est en mars 2017. François Fillon, après une grosse enquête du Canard enchaîné, vient d'être mis en examen et il va perdre la présidentielle dans cette période. Donc une justice qui fait son boulot sur Fillon et qui, sur Macron, même si ce n'est pas le même problème, qui sur Macron, on se demande un peu pourquoi elle ne dit pas au moins j'ouvre une enquête, je vérifie. Non, la justice n'enquête pas, considérant que la HATVP a répondu. Mais la HATVP, c'est une organisation administrative mise en place par François Hollande qui a peu de moyens d'enquête. Ça n'est pas la justice. C'est fait pour calmer l'opinion publique après l'affaire Cahuzac. Donc moi, je ne vois pas pourquoi la justice s'abrite Mais en derrière la effet, quel HATVP est pour son faire passer le rôle? mot. Est-ce que cette structure est totalement indépendante? Ah bah pas du tout, parce que c'est une autorité administrative. Vous savez, en France, on est les rois de l'indépendance. Tout le monde est indépendant, mais c'est n'importe quoi. Enfin, qui est-ce qui est indépendant? Le CSA est indépendant, son patron a été nommé par le président. Enfin, je veux dire, France Télévisions se gargarise d'indépendance. Mais indépendance de quoi? Elle dépend du gouvernement pour son financement. Enfin, je veux dire, elle n'est pas indépendante. Donc non, non, la HATVP, pour moi, n'a aucune forme d'indépendance. Et surtout, c'est pas possible que la justice se réfugie derrière ce truc-là pour nous dire, bah non, moi je travaille pas parce que la HATVP, elle a dit qu'il n'y avait pas de souci. Enfin, ou alors, enfin, il y a quand même un problème. Au moins, si la justice avait dit, bah écoutez, on vérifie. Enfin, moi, si demain on peut sortir de son patrimoine 350 000 euros pour le prêter à quelqu'un d'autre et que ça a disparu, bah super, on va tous faire ça, hein, c'est vraiment pratique. Mais c'est pas le seul truc, c'est qu'il y a une troisième histoire dans le patrimoine de Macron, c'est qu'en fait, il dit de lui-même qu'il gagne 3 millions d'euros chez Rothschild. Et en 2014, quand il devient ministre, il dit, ah, j'ai plus que 156 000. J'ai plus que 156 000. Bon, d'accord. Donc il Et aurait donc, dépensé 2 millions 800 000, 850 alors, 000, quoi. il a dû payer des impôts, mais mettons oui, ont disparu à peu près 1 500 000 euros. Donc, comme dit Olivier Berruet dans Les Crises, ça veut dire qu'il a claqué un SMIC par jour. Bon. Ah, donc, tout le monde tourne autour de lui depuis des années en disant, mais enfin, comment vous avez pu dépenser autant d'argent? En gros, où sont les sous? Et un jour, sur France 2, il dit, ah, mais en fait, c'est simple. J'ai utilisé une partie de l'argent pour faire des travaux dans la maison de Brigitte et l'autre partie pour rembourser mes dettes. Mais pardon, il dit, ce jour-là, sur France 2, en avril, il dit n'importe quoi à Pujadas. Pourquoi? Parce que quand il dit j'ai utilisé l'argent des millions de Rothschild pour faire les travaux chez Brigitte, non. Il a emprunté 350 000 euros au Crédit Mutuel pour financer de son propre aveu les travaux dans la maison de Brigitte. Bon, donc ce n'est pas les millions de Rothschild qui ont servi à ça. Deuxième argument, j'ai remboursé mes dettes. Alors ça, c'est encore plus n'importe quoi, surtout pour un inspecteur des finances. Pourquoi? Il avait effectivement à l'époque à peu près 1 million de dettes. Mais à supposer qu'il utilise les millions de Rothschild pour rembourser ses dettes, en fait, c'est neutre. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est actif-passif dans un patrimoine. Lui, il dit, j'ai plus d'argent parce que j'ai remboursé mes dettes. Ben non, mais en fait, si tu as remboursé tes dettes, en même temps, tu n'as plus de dettes. Donc, ça ne peut pas minimiser ton patrimoine. Rembourser ses dettes ne minimise pas son patrimoine. C'est une erreur mathématique de base. Et par ailleurs, pour finir, et c'est la totale, c'est qu'il dit j'ai remboursé mon million de dettes avec l'argent des millions de Rothschild, mais en fait non, puisqu'en 2015, il vend son appartement parisien En 980 000. 2017 exactement. Il le vend en 2015-2016, son appart. Voilà, Donc, je l'ai là, le 28 ouais, octobre 2016. voilà. Il vend son appartement parisien 980 000 euros. Or, il a à peu près 1 million d'euros de dettes. Donc, l'argent qu'il récupère par la vente de l'appartement permet de rembourser les dettes. Donc là encore, il ne donne pas d'explication convaincante sur où sont passés les millions de Rothschild. Bon, et jusque-là, nous, on n'a pas percé ce mystère. En revanche, et c'est là que ça devient énorme, c'est que
on en finit par se demander, c'est-à-dire il ment sur l'ISF, il triche sur le prêt à sa femme, et sur où sont passés les millions de Rothschild, il raconte des trucs incohérents. Donc ça commence à faire beaucoup d'incohérences, et donc on se demande un peu si en plus, est-ce que c'est vrai qu'il a gagné 3 millions chez Rothschild? Parce que même ça peut paraître beaucoup pour vous et moi, mais en fait pour un banquier d'affaires, c'est pas si énorme. D'autant que dans les bouquins de Mark Andebel, on découvre que Macron a joué un rôle clé dans un énorme deal en 2012, juste avant l'élection de François Hollande, le rachat par Nestlé de Pfizer. la branche nutrition infantile de Pfizer. Deal à 9 milliards d'euros. Et d'ailleurs, vous parlez de deux autres deals aussi dans votre reportage. Celui de Cofidis par le Crédit Mutuel, qui est à 1,9 milliard d'euros, et celui de Origine par Siemens, qui est à 850 millions d'euros. Ça fait en gros 3 gros deals quand même. Alors, je ne sais pas s'il est le seul responsable de ces deux autres deals, mais en tout cas, oui, dans la banque Mais d'affaires, il est c'est des partie deals. prenante quand même, un peu. Les parties prenantes, c'est des deals d'un montant considérable. Après, tous les 20 associés gérants de chez Rothschild touchent de l'argent sur les deals faits par leurs copains. C'est pas que celui qui a fait le deal, donc tout le monde se partage les sous. Donc, il faudrait vérifier. Mais si vous voulez, oui, il va participer à des importants deals. Et clairement, dans la banque d'affaires, c'est pas des deals à 100 000 balles. Hein. Je veux dire, on est sur des deals à 200, 300 millions, 1 milliard, 10 milliards. Bon. Et surtout sur le dernier, alors là, pour le coup, on est certain qu'il a joué un rôle très important parce que en fait, la branche nutrition infantile de Pfizer intéressait Danone en particulier, qui était maqué avec la banque Lazare, très, très rencardée aux États-Unis, et Danone devait en principe remporter l'affaire. Et Macron, parce qu'il connaissait le patron de Nestlé, Peter Brabeck, qu'il avait rencontré à la commission Attali en 2007, et parce que aussi il est habile, a réussi au dernier moment à avoir l'info qu'en fait Pfizer voulait 500 millions de plus, que Danone ne voulait pas les mettre. Je ne sais pas comment il avait toutes ces infos. Il s'est précipité en Suisse au bord du lac Léman pour aller voir Nestlé en disant bah, en fait, si vous rajoutez 500 millions, vous obtenez la branche Pfizer. C'est ce que Brabeck a fait. Et donc Macron, a amené un énorme client chez Rothschild. Nestlé est un client mondial qui n'était pas un client Rothschild. Il a apporté cet énorme client. Et deux, C'est un il a client Lazare à la réussi. base, c'est ça? Alors, non, c'était un client qui ne recourait pas beaucoup aux banques d'affaires parce qu'ils ont des D'accord. très bons experts en interne. C'est les Suisses, il ne faut pas les prendre pour des jambons, donc ils n'ont pas tellement besoin des banques d'affaires. Le Lazare était maqué avec Danone, et Danone, en principe, était en position de l'emporter. Bon, il arrive à convaincre Nestlé de bosser avec Rothschild, avec lui, de mettre 500 millions de plus sur la table, et Nestlé a réussi finalement donc, à remporter Pfizer. Macron a un rôle absolument déterminant dans cette affaire. Le deal fait 9 milliards d'euros, tout ça est public. Les estimations, parce que Rothschild ne veut pas communiquer, mais enfin, en gros, on sait que les banques d'affaires prennent entre 0,5 et 1,5% de ce genre de deal, ce qui veut dire 45 millions à 135 millions d'euros pour la banque, ce qui est normal, ce n'est pas Macron qui est payé d'abord, c'est la banque. Mais la question, c'est que sur ces 45 à 135 millions d'euros, Macron, lui, cette année-là, pour 2012, il va déclarer qu'il a touché quelques centaines de milliers d'euros de bénéfices industriels et commerciaux. Quelques centaines de milliers d'euros seulement sur un deal qui aurait rapporté à Rothschild entre 45 et 135 millions d'euros. Donc là, il y a une invraisemblance. L'ensemble des milieux d'affaires qu'on a interrogés nous disent ça ne tient pas la route. Est-ce que à la base c'est 750 000? Est-ce que c'est 750 000 compris dans les 2 900 000 ou c'est à part? Non, non, c'est inclus, c'est-à-dire qu'en fait, sur l'ensemble de son passage chez Rothschild en septembre 2008 et il part en mai 2012 quand il va à l'Élysée, sur 3 ans et demi, il va déclarer à peu près 3 millions d'euros de gains, D'accord. inclus ces 720 000 euros de BIC de l'année 2012, hein, c'est tout inclus. Donc déjà, c'est pas beaucoup, voilà, mais surtout sur le deal Pfizer-Nestlé, c'est quelques centaines de milliers d'euros, d'autant que c'est pas forcément uniquement ce deal-là qui a donné cet argent en 2012. Donc, je ne sais pas, imaginons que ce soit 500 000 pour le deal Pfizer-Nestlé, c'est très faible à l'échelle du deal. Et donc, ce mystère est quand même, tous les experts qui regardent ce dossier depuis longtemps trouvent que c'est extrêmement étrange. Et là, en fait, à force d'appeler des banquiers d'affaires et des gens proches de la banque, quelqu'un finit par nous expliquer qu'en fait, l'histoire, c'est que chez Rothschild, l'ensemble des revenus ne sont pas forcément versés en France. Donc, oui, une partie sont versés en France, officiellement, fiscalisés en France, etc. Mais il est tout à fait possible que des bonus, des fees, des honoraires complémentaires soient versés dans un autre pays. Alors, pour plein de raisons. D'abord parce que la Banque Rothschild a un double siège franco-britannique. Ensuite, parce que le deal n'a pas forcément été signé en France. Quand vous avez des deals mondiaux, Nestlé est suisse, Pfizer est américain, imaginez que le deal a été signé aux États-Unis. Bon, bah, après tout, c'est plus facile pour la branche américaine de Rothschild de reverser une partie de l'argent aux banquiers d'affaires. Donc, voilà, donc on nous dit c'est pas forcément tout versé en France, ce qui expliquerait qu'en fait Macron n'ait déclaré une somme faible parce qu'il n'aurait déclaré finalement que ce qu'il a perçu en France et il a oublié de déclarer ce qui a été versé à l'étranger. Alors c'est pas forcément une fraude fiscale parce que des accords entre les banques Je crois que d'affaires c'est et les légal, ces accords depuis 2005, c'est ça? voilà, il y a eu au début des années 2000 des négociations entre les banques d'affaires, notamment Lazare et Bercy, pour dire bah, écoutez, ça serait bien qu'on ne fiscalise pas en France 100% des revenus de nos associés gérants parce qu'ils font des deals internationaux et ça serait bien que ce soit fiscalisé en partie à l'étranger, ce qui n'est pas
délirant, hein, ça peut se concevoir. D'après notre source, Rothschild s'est précipité à Bercy pour obtenir le même genre d'accord dans la foulée. Et donc ça ne serait pas forcément illégal au plan fiscal. En revanche, quand un candidat à la présidentielle en 2017 fait une déclaration à la HATVP, je crois qu'en principe, il doit tout dire à la Oui, HATVP, il y doit compris tout dire. Regardez, M. Jadot, par exemple, a inscrit qu'il avait un scooter à je ne sais pas combien de milliers d'euros. À l'époque, rappelez-vous, Taubira parlait de son vélo. Enfin, vous voyez, donc il doit normalement, théoriquement, tout dire. Parce qu'en fait, la haute autorité, ce n'est pas l'avis d'imposition. c'est ça, c'est C'est pas la normalement, même je pense que chose. ça doit être exhaustif. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on a repris la déclaration de patrimoine de Macron ou la déclaration d'intérêt, je ne sais plus laquelle. Quand tu signes à la fin, c'est amusant, il y a un paragraphe au-dessus qui est marqué: attention, si vous minimisez votre patrimoine ou vous dissimulez une partie de votre patrimoine ou vous ne dites pas tout, c'est 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Donc c'est pas rien. Et on peut prononcer une peine de 10 ans d'inéligibilité. Donc si vous voulez, ça rigole pas en principe avec la HATVP, on doit tout dire. Donc là-dessus, il y a quand même une question sur est-ce qu'il a tout dit. Après, là où le système Rothschild est très bien fait, c'est que quand c'est versé à l'étranger, c'est versé éventuellement dans un petit trust qui n'est pas au nom du banquier. Donc, c'est pas forcément de l'argent. Il peut dire, mais moi, je n'ai pas touché. C'est provisionné ailleurs, mais je ne suis pas censé vous le dire. Enfin, voilà, c'est assez bien fait pour que ce soit difficile à prouver. Et voilà, ce n'est pas demain matin qu'on va prouver que c'est illégal, c'est complexe. Mais ça expliquerait, si vous voulez, le décalage extrême entre la faible somme qu'il a déclarée et l'ampleur du deal. Mais vous savez, j'ai appris aussi par Madame Héloïse Benamou, qui est comptable et qui a écrit Kleptocratie française, si vous voulez, d'ailleurs, je peux vous mettre en relation avec elle, que Monsieur Macron n'était pas inscrit en France comme associé gérant de la banque Rothschild. Alors, Véridique, hein? je n'ai pas cette info. Je pense qu'il l'était en tout cas à l'époque où il était associé gérant. Il a été associé gérant de fin 2010 à mai 2012. J'ai pas plus d'infos que ça. Ce que je sais, c'est que quand on diffuse notre documentaire, donc le 29 mars, on a, alors, pas de démenti d'Emmanuel Macron, alors quand même qu'on est en train de dire qu'un candidat à la présidentielle aurait planqué de l'argent à l'étranger dans les îles anglo-normandes où c'est défiscalisé, c'est quand même pas rien, quoi. Bon, le type ne dément pas, ne réagit pas. Bon, soit, ok. On a Bercy qui, dans un premier temps, nous avait dit, bah, écoutez, ce genre d'accord, c'est secret fiscal. Et puis, après la diffusion, ça a dû valser un peu au ministère des Finances. Ça devient. Les éléments de langage sont très précis. Alors, ils disent, il n'y a pas de rescrit, c'est-à-dire d'accord fiscal entre Bercy et Rothschild pour défiscaliser des revenus hors de France. Alors, ça, c'est sûr que Bercy n'a évidemment jamais dit, salut les gars, c'est cool, envoyez votre thune dans des paradis fiscaux. Évidemment que c'est pas ça qui s'est passé. Donc, Bercy joue sur les mots pour démentir sans démentir, selon moi. Quant à la banque Rothschild, elle a fait des éléments de langage très bizarres. En fait, la banque Rothschild n'a pas publié de démenti sur son site, alors que quand même notre enquête est dévastatrice pour la banque Rothschild. Et elle a envoyé son communicant, Olivier Labesse, faire la tournée d'un certain nombre de médias pour donner des éléments de langage par téléphone, de manière orale. Moi, j'essaie de vérifier si vraiment il y a eu une déclaration officielle de la banque Rothschild, mais ça n'a pas l'air du tout évident, disant les banquiers en France sont rémunérés en France. Mais nous, on ne parle pas de banquiers en France, c'est eux qui inventent cette expression. Nous, on dit, est-ce qu'Emmanuel Macron a Oui, parce que touché. lui est associé gérant, c'est un autre Il statut. était à l'époque associé gérant, donc c'est pas strictement banquier. Bon, ensuite, la BES nous a dit non, mais c'est pareil, c'est valable aussi pour les associés gérants, mais il nous parle des associés gérants ou des banquiers en France. Mais dans une banque qui a un double siège et qui fait la plupart de ses deals à l'étranger pour éviter que ça soit trop taxé par le fisc français, parce que si vous faites le deal Pfizer-Nestlé à Paris, je vous garantis que vous allez payer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils le font ailleurs. Bon. Donc si ça a été signé dans un autre pays, peut-être qu'on n'est pas dans le contexte, dans ce que Rothschild appelle les banquiers en France. Bref, il joue sur les mots et surtout, on a été contacté par une deuxième source après diffusion qui nous a dit, écoutez, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je connais très bien un couple depuis des années dont lui est associé gérant chez Rothschild. J'ai vérifié le nom de ce monsieur, j'ai vérifié son statut, j'ai vérifié la date où il était devenu associé gérant chez Rothschild. Et cette source nous dit, bah voilà, ce couple d'amis, en fait, nous ont dit il y a plusieurs années, en 2016, nous, on n'a pas besoin de s'exiler fiscalement en Belgique pour une raison simple, c'est qu'en fait, chez Rothschild, les bonus sont versés en Angleterre. Chez Rothschild, les bonus sont versés en Angleterre, sous-entendu pour les 20 associés gérants, ce qui était le cas d'Emmanuel Macron en 2012, et ce qui est le cas de cet associé Parce gérant que, qui est encore actuellement. expliquez-nous un peu ce que c'est associé gérant. Associé gérant, en gros, c'est la crème de la banque Rothschild. Il n'y a pas au-dessus d'eux, quoi. Bah, À part le président, peut-être. au-dessus d'eux, c'est David de Rothschild. Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une vingtaine de banquiers talentueux que David de Rothschild accepte de coopter dans le petit cercle des associés gérants, c'est-à-dire les actionnaires de la banque. Ils sont 20. Et en général, ils mettent 15 ans à arriver à ce statut, c'est très long. Macron est monté chez Rothschild de manière stratosphérique pour une raison simple, c'est qu'en fait, David de Rothschild va l'intégrer dans ce petit cercle très fermé fin 2010. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en 2010? C'est intéressant. Macron devient le conseiller économique de François Hollande. Il va conseiller son programme, il va rédiger en fait le programme économique de François Hollande. Donc autant vous dire que chez Rothschild, en gros, sur les 20 associés gérants, je pense que sans me tromper, qui donnent à avoir les 3 quarts, ils sont plutôt à droite et plutôt ultra-libéraux. Et là, ils ont un type qui est dans l'écurie
mari de François Hollande. Donc c'est un miracle. Et pour Rothschild, c'est très intéressant parce qu'en gros, ils ont un type au cœur du PS. Et ils ont un type qui va être au cœur de l'État si par hasard demain François Hollande est élu. Donc fin 2010, David de Rothschild va le propulser parmi les associés gérants. Et d'ailleurs, il a raison parce que Macron tient un rôle clé au cœur de la Hollandie. Et en mai 2012, qui arrive au pouvoir, évidemment, François Hollande. Donc Rothschild va avoir au cœur de l'État un type qui a été bichonné par la banque et d'ailleurs qui a fait fortune chez Rothschild, hein, parce que Rothschild a fait la fortune de Macron. C'est quand même ça l'histoire. Hein. Il gagne 10 fois plus chez Rothschild qu'il a toujours gagné au cœur de l'État. Mais c'est drôle parce que, regardez, il est conseiller économique de Hollande sur le programme. Et pourtant, rappelez-vous, dans le programme de Hollande, il y avait les 75% d'impôts au-dessus du million d'euros. Alors, est-ce que c'est Macron, ça, ou est-ce que c'est que Hollande? Ah, je ne pense pas que c'est Macron, ça. Mais non, mais ce que ça raconte tout simplement, c'est que dans le programme économique de François Hollande, il n'y a pas que Emmanuel Macron qui le rédige. Hein. Il y a aussi peut-être des gens un peu proches du Parti socialiste et que donc il y a des bagarres et qu'il y en a qui trouvent qu'il faut taxer les hauts revenus. D'ailleurs, Macron, je crois, a fait la tournée des financiers internationaux, notamment à Londres, en disant vous inquiétez pas pour les 75%, on va prendre des mesures pour que ça devienne $1. En gros, il n'avait pas du tout envie, lui, de faire ça parce que ça embêtait ses amis des milieux d'affaires. Mais voilà, le compromis hollandais de l'époque va faire qu'il va annoncer cette mesure. Bon, cela dit, il va même dire mon ennemi, la finance, et puis en fait, il ne va pas faire grand-chose contre la finance, hein, Hollande, parce que vraiment, c'est un peu une posture. Donc voilà, donc pour Rothschild, c'était une bonne opération d'avoir Macron au cœur du système. Et d'ailleurs, par exemple, quelques temps plus tard, quand Macron arrive à l'Élysée, fin 2012, une des choses qu'il va faire, il va demander à une agence gouvernementale une note sur l'hypothèse d'une vente du groupe Alstom. À qui pourrait-on vendre Alstom, etc. Qui conseille le groupe Bouygues qui veut vendre Alstom, c'est la banque Rothschild. Et la banque Rothschild va envoyer des notes à Emmanuel Macron au cœur de l'État pour l'informer, lui donner des éléments sur la vente d'Alstom. Donc finalement, il a été très important chez Rothschild, il passe au cœur de l'État, il continue à être influencé par la banque Rothschild au cœur de l'État, et la question c'est est-ce que quand il pousse à la vente d'Alstom aux Américains, est-ce qu'il défend les intérêts de la France ou est-ce qu'il défend les intérêts de la banque pour laquelle il a travaillé? Globalement, toutes ces ventes, que ce soit chez Rothschild ou en tant que ministre de l'économie et des finances, l'ont été en faveur des entreprises étrangères. Alors, il y a eu une dilapidation du patrimoine industriel importante, effectivement, pendant toutes ces années, parce qu'il n'y a pas eu, comme le rappelle Montebourg dans notre enquête sur l'affaire Alstom, il n'y a pas eu qu'Alstom. Il y a eu, j'ai pas bossé sur les autres histoires, mais enfin, apparemment, il y a eu Technip, il y a eu Lafarge, il y a eu Alcatel, enfin, il y en a eu beaucoup. Et ce que racontait Montebourg qui était intéressant, c'est qu'en fait, moi, je ne mesurais pas le rôle de ces banques d'affaires, mais en fait, ces banques prennent des sommes astronomiques sur les fusions-acquisitions, entre autres. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Leur intérêt, c'est de passer leur temps à aller voir des entreprises en demandant un mandat de vente, en disant, mais vous savez, vous devriez vendre votre branche machin, pas forcément parce que c'est dans l'intérêt des Français, mais parce que la banque va toucher énormément d'argent sur ce type de vente. Bon. Alors après, c'est pas que la faute de Rothschild, parce que dans l'affaire Alstom, par exemple, Bouygues, qui détient une part importante d'Alstom, décide de s'en débarrasser. Donc Bouygues va tout faire pour vendre Alstom. Donc Bouygues a aussi une part de responsabilité. Et comme François Hollande venait de se réconcilier avec Martin Bouygues et TF1, il voulait surtout pas vexer Bouygues, qui est quand même très puissant. On retombe sur notre problème de puissance des oligarques. C'est-à-dire que quand Bouygues, il faut savoir quand même que TF1, sous l'influence de Lelay et Moujotte, a défendu Sarkozy pendant 10 ans. Bon. Hollande, quand il arrive en 2011, il est un peu embêté parce qu'il se dit si TF1 continue à taper sur la gauche, je risque de pas passer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Martin Bouygues est lui-même un peu déçu par Nicolas Sarkozy et par son quinquennat. Donc Martin Bouygues va recevoir François Hollande et ils vont faire la paix des braves. C'est-à-dire que Martin Bouygues va lui dire je vous promets une campagne neutre, TF1 sera neutre. Et François Hollande dit bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et effectivement, TF1 reçoit des consignes de ne pas taper sur François Hollande. Et derrière, François Hollande est tellement content de s'être réconcilié avec TF1 que quand Bouygues lui dit tu comprends, je vais me débarrasser d'Alstom, François Hollande ne se met pas en travers de ce projet. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu, si vous voulez, il n'y a pas que la banque Rothschild. Mais dans ces histoires, la question de fond, effectivement, c'est est-ce que tous ces gens qui poussent à vendre l'industrie française aux intérêts étrangers, est-ce qu'ils défendent l'intérêt de la France? C'est une vraie question. Mais bien sûr, c'est une question très importante, mais on sent aussi que Macron, c'est un type qui, très tôt, a été pris en main. Je vais prendre l'exemple du prêt personnel de 550 000 euros en 2007 pour s'acheter son appartement à Paris dans le 15e arrondissement. Quand même, c'est un prêt de Henri Herman, dont la fortune est estimée à 220 millions d'euros, qui est un ancien magnat de la presse et de la grande distribution, parce qu'il possédait, grosso modo, les murs de nombre de magasins de la grande distribution. Monsieur Henri Herman, qui est mort il y a, je crois, en 2016-2017. Juste avant l'arrivée de Macron, oui. Voilà. Et quand même, Macron est inspecteur des finances à Bercy. Il gagne à peu près, je crois, 40 ou 50 000 euros net par an. Il reçoit un prêt de 550 000 euros d'un homme d'affaires. C'est quand même bizarre qu'un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de Bercy reçoive un prêt d'un homme d'affaires. Enfin, je sais pas, il y a quand même une forme de collusion entre les deux, non?
Surtout ce qui apparaît, c'est que si vous voulez quelqu'un qui gagne 40 000 € par an, s'il va demain voir une banque, hein, vous et moi, on gagne On lui 40 dit 000 € non. par an, on va demain voir une banque, on demande 600 000, déjà ça sera non direct, hein. Donc en fait, il n'aurait jamais pu avoir un prêt d'une banque parce qu'il n'était pas en capacité de le rembourser, sauf à faire le pari qu'il allait devenir millionnaire. Mais enfin, qui pouvait le savoir à l'époque? Donc Henri Herman, lui, va risquer cet argent de manière majeure sur Emmanuel Macron. Bon, il en a le droit, mais si vous voulez, voilà, peut-être qu'il a fait un pari, Henri Herman, de se dire que Macron allait devenir un type très important dans la politique française ou dans le monde des affaires et qu'il pourrait le rembourser, ou que s'il ne pourrait pas le rembourser, ça ne serait pas grave, ça j'en sais rien. Mais effectivement, pourquoi, quand on est inspecteur des finances et qu'on entend jouer un rôle au cœur de l'État, parce qu'en 2007, il est quand même déjà dans la commission Attali, hein, Macron, il est déjà très important dans le système, pourquoi aller chercher de l'argent chez un privé plutôt que de l'emprunter à une banque? Oui, c'est effectivement une question qui se pose. Mais est-ce qu'on sait comment il est rentré dans cette commission Attali, comment il a rencontré Attali, comment après il a fait pour être coopté par Monsieur Minc, par exemple? Alors, la commission Attali, donc il va y rentrer comme simple rapporteur adjoint, je crois, dans la première commission Attali de 2007. Il y en aura une deuxième en 2008. Écoutez, il est inspecteur des finances, de sensibilité, on va dire, je sais pas, on va dire, je sais pas très bien, centriste, enfin, il est pas spécialement marqué politiquement. Il réseaute dans les milieux des inspecteurs des finances. Il arrive à se faire nommer par Nicolas Sarkozy, dans cette commission Attali. Je ne sais pas très bien comment. Ce que je sais, c'est qu'une fois sur place, il était au cœur des barons du capitalisme mondial, hein, français ou étranger, et qu'il a fait un énorme travail de séduction pour les connaître, faire circuler son CV. Comme le raconte Mark Endeveld, par exemple, une des premières actions qu'il a faites, c'est de se dire, après tout, pourquoi on ne supprimerait pas l'impôt sur la fortune? Il était entouré de gens qui payent beaucoup d'impôts, que ça exaspérait. Il s'est dit, bon, ça va certainement leur plaire, hein. Donc il a proposé de supprimer l'impôt sur la fortune. Donc Macron n'est pas un type de gauche. Macron est un type qui sert les intérêts des puissants. C'était tellement énorme de proposer ça en 2007 que même Sarkozy n'a pas osé. Mais Ouais. Macron, quelques années plus tard, l'a fait. Donc Macron, c'est plutôt quelqu'un qui cherche à se faire bien voir des gens qui ont du pouvoir pour monter dans le système, hein, financièrement ou politiquement. Et donc, il a toujours fait ça. Et le problème de Macron, moi, j'ai rien contre les gens qui veulent faire des affaires, être banquier d'affaires ou patron du CAC 40. C'est pas un crime, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste que si vous briguez les suffrages des électeurs, c'est que vous devenez leur représentant. Vous n'êtes plus le représentant de Rothschild ou du CAC 40 ou de Bouygues, hein. Mais c'était pareil pour Sarko, hein. Sarko était l'avocat, au sens propre, d'un certain nombre de grands industriels. Et on a un peu l'impression qu'au cœur de l'État, il est resté l'avocat de ces gens-là. Mais sauf que moi, quand je vote pour un mec qui devient président, je vote pas pour un type qui représente une entreprise. Je vote pas pour un lobbyiste comme était Édouard Philippe pour Areva. Je bosse pour quelqu'un qui arrête ses intérêts privés et décide de défendre ce pays et cette population. Bon, donc voilà, c'est tout ce qu'on demande à Macron, c'est de défendre cette population. Et quand en fait, il fait une politique fiscale perçue comme très favorable aux riches, hein, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais enfin, suppression de l'ISF et alourdissement des taxes sur le carburant. Et flat tax aussi, rappelez-vous. Voilà. Flat Donc, tax, l'impôt sur les sociétés. la politique fiscale de Macron est favorable aux gens qui sont plutôt puissants dans ce système et elle pèse très lourdement sur les petits. Qu'est-ce qui se passe en 2018? Vous avez la plus grande révolte sociale que la France ait connue depuis mai 68. Dans la rue, que fait Macron? Il pourrait se dire, bon, alors là, un samedi, 2 samedis, 3 samedis, ça commence à chauffer. OK, j'ai dû me tromper, ma politique fiscale est trop injuste, ou il y a des gens qui n'arrivent pas à remplir leur frigo quand même, ça serait intéressant qu'ils s'y intéressent. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas ça. Le préfet de police, Michel Delpech, qui était à l'époque, nous dit, mais il y a eu des gens qui ont approché le pouvoir à l'époque, au tout début du mouvement des Gilets jaunes, pour dire, mais attendez, il faut peut-être faire un moratoire parce que cette mesure passe très très mal, il faut peut-être réfléchir et être sûr vraiment qu'on va faire ça, parce que là, c'est très très mal vécu par des millions de gens en France. Bon. Que fait Édouard Philippe? Il va droit dans ses bottes sur TF1 pour dire, on a raison, on va continuer. Et que fait Castaner avec Macron au pouvoir? Ils se mettent à tirer sur les Français avec ce que la législation internationale considère comme des armes de guerre. Bon, donc, et c'est pas parce que TF1, au bout de 5 semaines, dit triomphalement aux 20 h, ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas un seul blessé grave alors qu'il y en a déjà 30, qu'il faut être aveugle. Je veux dire, dans cette période, ça chauffe très fort, ça tire, il y a des blessés graves très rapidement, et Macron va s'enferrer pendant 8 mois à tirer sur les gens. Il va tirer sur les gens. Moi, il y a un moment donné, quand on fait ça, alors, non seulement on fait une politique qui est perçue comme injuste par une partie de la population, mais quand on tire sur cette population, à mon avis, au bout d'un moment, on déclenche une colère telle que vous avez des votes extrêmement forts aujourd'hui en France pour soit Mélenchon, qui est une gauche assez radicale, qui est quand même à, je crois, à 22%, soit pour l'extrême droite. Marine Le Pen et Zemmour, on monte à 31%. Donc on est sur des votes extrêmement forts. Moi, je me demande si dans quelques jours, Macron ne va pas être le président de la 5e qui a monté le Front National à 45 ou 47% des suffrages des Français. C'est quand même énorme, quoi. Aucun ancien président n'a Mais amené vous ne pensez Marine Le pas qu'il Pen. peut perdre, justement? Alors, il y a un petit suspense sur le second tour, hein, de la présidentielle, évidemment.
Moi, je suis pas Madame Soleil, donc je me prononcerai pas là-dessus. En tout cas, je pense quand même que les milieux d'affaires et les milieux qui profitent de ce système, au final, vont, même s'ils ont pu pousser soit Zemmour, soit Marine Le Pen dans certains cas, soit les REP, je pense qu'un certain nombre de milieux d'affaires vont se reporter sur Macron parce qu'au fond, c'est quand même le meilleur protecteur de la stabilité du système et de leur business. Voilà. Je pense que Marine Le Pen peut faire peur, y compris à des gens de droite et des milieux d'affaires. Mais je ne veux pas me prononcer sur qui va gagner, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que de toute façon, elle est à un niveau historiquement extrêmement élevé et que, quoi qu'on en dise et quoi qu'en disent les macronistes et tous les autres, je veux dire, c'est quand même le type qui, en un quinquennat de mesures que moi je perçois comme extrêmement violentes pour la population et voilà, pour la France d'en bas, je ne sais pas comment on va les appeler, ils ont été quand même fortement maltraités. Je pense aussi aux gens qui travaillent dans les hôpitaux. Enfin, je pense à un certain Bien nombre de sûr, ça fonctionnaires. oui. Bon, voilà, il n'y a pas que voilà. Donc, moi, je pense que la Mais, plus grande maltraitance au travail en France aujourd'hui, c'est dans la fonction publique, c'est dans moi, la je vais police, vous c'est chez dire, c'est dans les hôpitaux. même la suppression d'une partie de l'impôt sur la fortune est idéologique, dans le sens où c'est la fortune sur les actions, sur l'or et toutes ces choses que possèdent les très riches qui a été exonérée, alors que la fortune immobilière a été laissée, alors que vous pouvez avoir des Français moyens qui ont hérité d'une maison, d'un appartement, qui par le jeu, comment dire, vous avez des spéculations immobilières, fait que l'immobilier a monté, on ne sait pas pourquoi, payent l'impôt sur la fortune immobilière, alors qu'ils peuvent ne gagner que 2 000, 3 000 ou 4 000 euros par mois, quoi. Et ça ne fait Ça, pas eux des vrais riches en réalité. Ça, c'est le problème de l'impôt qui frappe les biens immobiliers. Effectivement, il y a des gens qui ont hérité d'une maison, mais qui s'en servent pas beaucoup, ou qui ont un faible revenu, qui se retrouvent à payer. Donc ça, c'est un problème, un effet pervers, effectivement, de l'impôt sur l'immobilier. Après, d'une façon générale, sur la fiscalité de Macron, et sans rentrer dans le détail, toutes les études sérieuses, et moi je suis pas fiscaliste, ont montré qu'en fait, sa fiscalité favorisait énormément les plus riches et défavorisait les plus pauvres. Donc, vous pouvez mener cette politique. Simplement, quand vous avez une colère populaire majeure, comme ça a été le cas, et il peut en dire tout ce qu'il veut, il peut dire ils ont tapé, ils ont jeté des barrières sur les policiers, enfin tout ce que vous voulez, moi je veux bien. On a vu qu'il y avait de la violence des deux côtés pendant la révolte des Gilets jaunes. N'empêche qu'une révolte de cette ampleur, qui venait des campagnes, de toutes les régions de France, sur tous les ronds-points, et qui débarquait pendant des mois et des mois et des mois pour dire c'est pas possible, et qui n'en était pas entendu par le pouvoir exécutif, bon, il y a un moment donné, ça radicalise les gens. Donc là, Macron, il prend Marine Le Pen à 22% des voix. Je veux dire, à la fin de son quinquennat, elle va arriver à 45. C'est quand même énorme, quoi, en termes de. Enfin, c'est pour moi. Enfin, quand on fait ça, quand on énerve des millions de gens en France, voilà le résultat. Donc après, il peut dire super, il va peut-être passer à 52, hein. Mais je veux dire, là, Mélenchon, c'est simple, hein, il a dit: «Moi, c'est la dernière fois que je me présente, je suis trop vieux, je ne veux plus me présenter». Donc, va se poser à gauche la question de la succession de Mélenchon, parce qu'avant d'avoir quelqu'un qui a du charisme, qui est un tribun et qui prend 22% des voix, voilà, bon courage quand même, hein. Quand Sarkozy a quitté le pouvoir, je veux dire, on a bien vu comment les Républicains avaient beaucoup de mal à trouver un successeur qui avait un certain charisme comme lui pouvait l'avoir auprès de la droite française. Bon, donc, la gauche va être en difficulté. Et quand on regarde la courbe de Marine Le Pen depuis 15 ans, c'est une courbe ascendante en permanence. Je veux dire, donc, si on arrive à. Moi, je ne pense pas qu'elle va passer, mais enfin, je veux dire, même s'il est à 47%, là, on joue avec le feu. Enfin, pour moi, Emmanuel Macron joue avec Mais le feu et bien sûr, jette mais la mine de France. rien, regardez, prenez M. Zemmour, Mme Le Pen et M. Mélenchon, que ce soit très à droite ou très à gauche, les trois réunis sont quand même majoritaires. Ils font En plus de tout cas, 50%. quand vous faites exploser le Parti socialiste et les Républicains, et on sait que c'était un peu l'objectif de Macron, d'ailleurs, il a brillamment réussi. De toute façon, c'était des partis moribonds, hein, je veux dire. Mais de fait, voilà, donc le vote de la droite va dans les bras de Marine Le Pen, et le PS étant à 2%, voilà, et Fabien Roussel faisant un score très faible, voilà, vous avez un Mélenchon qui est très haut. Donc il peut, si vous voulez, voilà, s'enorgueillir de ça. Moi, je pense que là, il a maltraité beaucoup les gens dans ce pays et qu'il y a un vote très en colère, un très gros vote de colère qui se prépare. Et même si Macron repasse cette fois-ci, moi, j'attends de voir 2027, quoi. Est-ce que vous sentez que votre enquête sur le patrimoine, qui a quand même fait 1 200 000 vues sur le net, a eu un retentissement auprès du grand public? Alors, elle a été, plutôt majoritairement, bâchée par les grands médias qui, quand ils ont pris la plume, à 2 exceptions près, hein, Marianne et Alternative économique, ils ont bossé, ils ont décroché un téléphone, ils ont appelé des banquiers d'affaires et ils ont amené des éléments tout à fait à l'appui de l'hypothèse qu'on présente. En revanche, vous avez 2-3 autres grands médias qui ont plutôt essayé de nous mettre la tête sous l'eau. Je pense notamment à France Inter, mais également à l'Express, au Point, voilà, donc voilà.
Donc les grands médias ne se sont pas beaucoup bougés. Alors après, ils peuvent très bien dire, il y a des bonnes raisons, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, voilà, vous n'avez pas de preuves du fait qu'une partie des fees a été versée à l'étranger. Donc oui, on n'a pas de preuves absolues, ça c'est vrai. Ça s'appelle l'investigation. Nous, on n'est pas juge d'instruction, on n'a pas toujours les preuves écrites, on n'a pas les moyens d'aller les chercher, on est juste journaliste, mais on a un faisceau d'indices qui montre que sur 3 points de son patrimoine majeur, il semble avoir raconté n'importe quoi. Et sur un quatrième point, on a un énorme questionnement sur ce qu'il déclare et on a une piste qui expliquerait les Mais choses. Alors, est-ce que Bercy peut trouver ses preuves? Est-ce qu'elle a les moyens de trouver ses preuves? Alors, sur la quatrième partie de l'enquête, c'est-à-dire le côté, Oui. il aurait touché beaucoup plus dans le deal Pfizer-Nestlé, simplement ça aurait été versé sous forme de bonus à l'étranger. Je pense que Bercy n'a pas la main pour une simple raison, c'est que si Bercy a autorisé, comme nous le dit notre source, dans les années 2005-2006, si Bercy a autorisé certaines banques d'affaires à ne fiscaliser en France qu'une partie des revenus de leurs associés gérants, ça veut dire que demain Rothschild dit: «Bah, voilà, dans le deal Pfizer-Nestlé, nous avons versé 700 000 €», je dis n'importe quoi, à Emmanuel Macron en France. Eh bien, Emmanuel Macron déclare ça à Bercy et Bercy dit: «Très bien, bah, vous avez payé des impôts sur 700 000 €. Et j'entends bien que peut-être des revenus complémentaires sont versés ailleurs parce qu'une partie du deal peut être considérée comme américain et donc ça ne me regarde pas». Voilà ce que dit Bercy. Donc, un, Bercy n'a pas la main là-dessus. Deux, ça n'est pas forcément illégal. Donc, si vous voulez, on est dans l'opacité de la finance internationale. La banque Rothschild a des maisons mères à Zug en Suisse, qui est un paradis fiscal connu. Bon, voilà, je pense que ces gens savent très bien s'arranger avec la fiscalité des différents pays pour ne pas forcément se faire matraquer par le fisc. Ils savent aussi aller déclarer les choses dans des pays où c'est moins fiscalisé. C'est pas, ça s'appelle l'optimisation fiscale. C'est pas forcément Ouais, mais c'est interdit. bizarre quand même cette exception sur ces banques d'affaires parce que enfin, vous devez connaître le Trésor, c'est pas des gens très arrangeants, quoi. Alors, je dirais 2 choses là-dessus, si vous voulez. Effectivement, on peut se dire, enfin, on peut se dire c'est normal et on peut se dire c'est choquant. C'est normal pourquoi? Parce que vous faites des deals internationaux, un Suisse rachète un Américain, après tout le banquier a été faire le deal à New York, pourquoi faudrait-il qu'il paye l'intégralité de ses impôts en France? On peut imaginer qu'une partie de son revenu soit fiscalisée aux États-Unis ou en Angleterre. Et après si Rothschild va planquer ça dans les paradis fiscaux, bon bah, tant pis quoi. Je veux dire, c'est pas en soi forcément choquant que la fiscalisation soit pas totalement en France, qui était un pays perçu comme punitif en termes de fiscalité. En revanche, ce qu'on remarque d'un peu intriguant, c'est qu'au moment où ces accords entre les banques d'affaires sont passés avec Bercy, 2005-2007, qui est le patron de Bercy? Thierry Breton. Thierry Breton quitte le gouvernement en mai 2007. Où va-t-il travailler, Thierry Breton, en septembre 2007? Dans la branche américaine de Rothschild & Co. C'est-à-dire qu'il va être recruté par la branche américaine de Rothschild & Co. juste après avoir quitté Bercy. Donc, on espère qu'il n'a pas facilité la vie de la banque Rothschild parce que derrière, il allait être embauché par la banque Rothschild. Autre exemple, l'un des plus grands banquiers de Rothschild, Grégoire Chertok, qui a le compte Bouygues, enfin qui a des comptes très importants chez Rothschild, Grégoire Chertok est très proche de Jean-François Copé. Alors, quand on appelle les services de Thierry Breton, qui était à Bercy à l'époque, ils nous disent: «Ah non, mais c'est pas nous, le ministre du budget, c'était Jean-François Copé». C'est lui qui avait la main sur la direction générale des impôts. Donc très bien, donc Copé, très pote avec un banquier de Rothschild. Donc, si vous voulez, il y a quand même des passages entre le public et le privé en France, des pantouflages, et cetera, qui fait qu'on se demande si les types qui sont au cœur de l'État, finalement, favorisent pas l'intérêt de certaines entreprises privées, parce que derrière, ils vont tripler leur salaire en allant bosser dans le privé. Donc là, on retombe sur un problème très français, hein, du pantouflage, qu'il faut quand même interroger parce que évidemment, on peut dire si les types sont que au service de l'État, ils vont jamais dans le privé, bah, ils vont jamais comprendre comment marchent les affaires, ils ne seront pas des bons administrateurs de l'État. Mais d'un autre côté, laisser aussi facilement les types passer de l'un à l'autre, je veux dire, il y a un moment donné, enfin, c'est insupportable, quoi. Dans l'affaire Alstom, on a un exemple caricatural, un conseiller de Montebourg et de Macron à Bercy, qui va devenir le lobbyiste en chef de General Electric en France, juste après la vente. C'est-à-dire que le type était au cœur du ministère des Finances quand on négociait la vente d'Alstom aux Américains. Derrière, il se retrouve à diriger, General Electric France. Enfin, à diriger, en fait, non, parce que quand on gratte un peu, en fait, il n'est pas vraiment le patron. Lui, il est juste là pour défendre les intérêts des Américains, mais en fait, il n'a pas le pouvoir. Mais ce type a pris de l'argent pour aller bosser chez General Electric. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps, quoi. Il y a des bouquins qui l'ont démontré, Vincent Jauvert, bon, c'est tout le temps. Donc, il y a un moment donné, voilà, qui défendent ces gens? Si déjà nos élus pouvaient nous défendre, nous, on ferait déjà des progrès, quoi. Là, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose de typiquement français ou est-ce que des hauts fonctionnaires américains, par exemple, le font de même dans des entreprises allemandes, je ne sais pas moi, chinoises, Alors, japonaises, c'est comme tout, Angleterre? je pense qu'il peut y avoir pire, hein. Je veux dire, en termes de déontologie, je ne pense pas que la France soit la pire du monde, hein. Je pense qu'il y a pire dans des pays où on se fiche encore plus du monde. Mais par contre, dans le monde anglo-saxon, par exemple, ces problèmes de conflit d'intérêts sont quand même mieux identifiés depuis plus longtemps. Et je pense que, par exemple, ce genre de choses ne pourrait pas se faire. Un conseiller d'un ministre de l'économie au moment de la négociation de la vente d'un fleuron industriel aux Américains, qui derrière, quelques temps plus tard, est embauché par la fameuse entreprise américaine comme lobbyiste. Enfin, il y a un moment donné,
Je pense que ça aurait du mal à passer dans le monde anglo-saxon. C'est en tout cas le sentiment du maire de Belfort et de ce qu'il nous disait dans l'enquête. Et en tout cas, ça pose question, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un peu. En fait, le terme clé que tous ces gens ont oublié, ça s'appelle l'éthique publique. Voilà. S'il n'y a pas un peu d'éthique publique, parce que c'est bien de dire aux petits dans ce pays, respectez les radars, payez vos PV, enfin tout ça, ok. Évidemment qu'on ne peut pas, comment dire, griller tout le monde dans la queue. Par exemple, vous arrivez, il y a une queue d'1 heure, vous passez devant tout le monde. Bah, ça, c'est pas possible, parce que si tout le monde passe devant tout le monde, c'est la bagarre générale, on est chez Astérix. Bon. Évidemment qu'il faut avoir du civisme en société, sinon on ne peut pas vivre en groupe. Alors après, on peut aller vivre sur la Lune, hein, c'est un autre projet, mais si on vit en communauté, il faut être civique. Mais je veux dire, le civisme, c'est pas que ceux d'en bas, c'est aussi ceux d'en haut. Or, ceux d'en haut, on a un peu l'impression que le civisme, ils l'ont oublié, que les confinataires, ils s'en moquent, et que l'essentiel, c'est de s'en mettre plein les fouilles, quoi. Donc, à un moment donné, pour moi, ça crée un sentiment de colère contre le sommet du système qui peut difficilement faire la morale aux Français si eux-mêmes se comportent mal, quoi. Mais, oui, vous avez raison. Surtout que, regardez, Fillon a eu des problèmes et la justice est tout de suite saisie de ses soucis avec ses costumes ou sa femme. Pareil pour Monsieur Roussel, lorsqu'il était attaché parlementaire il y a quelques années, je crois 3 000 euros par mois. Et là, rien, quoi. La justice, bon, a peut-être un peu sur l'affaire McKinsey, mais pas plus, quoi. Alors, ça pose le problème de l'efficacité de la justice en France. Elle a au moins 2 problèmes. Le premier, c'est que vous avez un parquet qui est aux ordres du gouvernement, puisqu'en France, on parle là encore, on parle de justice indépendante, mais en fait, les institutions internationales ne reconnaissent pas la justice française comme une instance indépendante parce que les magistrats du parquet ont un fil à la patte, ils répondent aux ordres du gouvernement, ils sont aux ordres du gouvernement. Donc là, déjà, c'est un peu compliqué. Alors, si la justice enquête sur des choses qui ne concernent pas le gouvernement, on peut imaginer que peut-être ça peut fonctionner, mais malheureusement, dans le monde moderne, la justice peut également être amenée à enquêter sur des ministres ou des actions du gouvernement ou d'anciens membres du gouvernement. Et là, qu'elle soit aux ordres du gouvernement, c'est un énorme problème. Deuxième problème, on a maintenu la justice dans une énorme pauvreté de moyens depuis des années. Ça manque de greffiers, ça manque de magistrats, ça manque de personnel. Et une justice qui manque de personnel, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle est peu efficace, elle est lente et elle classe un certain nombre d'affaires sans les traiter. Elle ne peut pas enquêter, elle n'a pas les moyens. Et c'est pas anodin que le pouvoir actuel ou ceux d'avant laissent cette justice dans un tel état. Parce qu'évidemment, si la justice est puissante et bien organisée, elle va punir des comportements fautifs. Or là, elle a beaucoup de mal à travailler. Quand, par exemple, l'avocat fiscaliste Jean-Philippe Delstol, après le fait que Fillon ait été mis en examen au printemps 2017, va saisir la HATVP, puis, comme elle ne fait rien, va saisir la justice n'enquêtera même pas. Alors, soit c'est parce qu'elle veut pas faire tomber Macron après avoir fait tomber Fillon, soit parce qu'elle est de gauche, j'en sais rien, mais en tout cas, elle n'enquête pas. Donc, peut-être aussi parce qu'elle a peu de moyens et qu'à un moment donné, moi j'en ai marre, ça m'est arrivé par exemple dans ma vie personnelle de déposer des plaintes pour faux témoignage ou autre, c'est systématiquement classé sans suite. Donc à un moment donné, on se dit: «Mais attendez, il y a des règles ou il n'y a pas de règles?» Moi j'ai été confronté à voilà, à un employeur, j'étais obligé de porter plainte pour faux témoignage, on me la classe sans suite alors que j'ai des éléments. Donc alors il y a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire que le procureur peut dire: «Non mais ça vaut pas le coup de poursuivre». Bon alors ça veut dire quoi? Il y a des délits autorisés, des délits interdits, enfin et à un moment donné, on aimerait bien que la justice soit un point de repère un peu plus clair pour tout le monde. Je pense que ça irait D'après beaucoup vous, mieux. il y a une justice des puissants dans ce pays? Oh bah, certains parlent d'une justice de classe. Si vous voulez, par exemple, un puissant, c'est très simple. Il peut mettre des millions d'euros de frais d'avocat, peut faire des procédures pendant 15 ans, il peut utiliser tous les ressorts de la procédure pour se défendre. Bon, un citoyen de base en France, il peut pas faire un procès. Il ne peut pas faire un procès parce qu'entre, provisionner de l'argent pour votre constitution de partie civile et payer votre avocat, mais vous êtes ruiné. Donc vous avez que soit 50 ou 60. Alors on nous parle de l'aide juridictionnelle, mais d'accord, c'est si on est vraiment SDF. Enfin, je veux dire, il y a, je sais pas, des millions et des millions de gens en France qui ne peuvent pas saisir la justice parce que c'est trop cher. Or, je prends juste un exemple, mon confrère de Radio France, Benoît Colomba, qui a eu le malheur de faire une enquête sur l'empire africain de Vincent Bolloré en 2009 et de montrer que dans les plantations du Cameroun, les ouvriers n'étaient pas très bien traités, je fais court, se retrouve avec 2009, on est en 2022, je sais pas, 13 années de procédure par Vincent Bolloré, qui a mis des millions d'euros de frais d'avocat pour y faire je sais pas combien de procès. Quand il a raconté tout ça dans un livre, Bolloré a attaqué le bouquin, redéclenchant des années de procédure. Donc Colomba, il a un salaire de la fonction publique. Il a 15 ans de harcèlement dans sa vie, il doit payer ses avocats, et cetera. Donc, si vous voulez, oui, la justice est finançable par des gens qui ont beaucoup d'argent et ils sont beaucoup plus puissants que vous et moi, si par hasard demain ils décident de vous embêter, quoi. Est-ce qu'il y a un problème aussi avec le statut du président de la République? Parce que, justement, tant qu'il est président, il peut faire ce qu'il veut, même de manière illégale, si je puis dire, et il n'est pas justiciable. Alors, c'est l'immunité présidentielle. Bon, écoutez, là, on peut considérer qu'à partir du moment où le Mais peuple ça vote n'existe pour pas en quelqu'un. Amérique, ça.
En tout cas, si vous voulez, l'idée, c'est on vote pour quelqu'un, il dirige le pays. Si demain, il a, plein de plaintes aux fesses, ça va être compliqué. Bon, pourquoi pas? Après, d'une manière générale, le système est beaucoup plus tendre avec les puissants et dur avec les faibles. Je fais court. Si vous voulez, moi, si demain matin, enfin, je sais pas comment vous dire, je connais une amie, franco-algérienne qui remplit toujours ses impôts sur le papier. Pour la première fois, elle le fait en électronique, OK? Et à un moment donné, vous avez une case qui est: «J'ai une télé» ou «J'ai pas de télé». Bon, elle se trompe. Elle se trompe, elle coche pas la bonne case. Bon, le fisc lui tombe dessus. Un, vous allez payer la redevance. 2, vous allez avoir une amende de 150 €. Bon, ça paraît rien. Enfin, elle en a pour 300 balles. Bon, c'est le Bon, c'est quart de quand son même salaire. emmerdant, hein. C'est le quart de son salaire. Alors, il y a un moment donné, quand vous êtes petit, «Excusez-moi, je me suis trompé de case, vous me prenez le quart de mon salaire». Je me suis trompé de case, hein. Je peux bon et comme, et elle arrive pas à se défendre parce que de toute façon, c'est un enfer de se défendre face à l'administration. Donc en gros, elle va perdre le quart de son salaire. Bon, c'est pas grave, elle va pas mourir, mais c'est juste pour dire que, voilà, quand vous êtes petit, vous vous faites matraquer par les radars, les machins, les PV. Moi, j'ai pris une amende parce que j'avais oublié de mettre mes gants l'autre jour. Enfin voilà, les petits, nous on peut pas, moi, je peux pas truander mes impôts et cetera et cetera. C'est très dur avec les faibles, faut être civique, le système est très dur. Puis alors là-haut, franchement, on a l'impression que les mecs volent au-dessus de la loi, quoi. C'est En ça tout qui est cas, énervant. bah, ça, je vous comprends très bien, parce que ça, je vous comprends très très bien, surtout que voilà, ils sont, comme vous l'avez dit, le trésor en plus est très très dur avec les gens. Bah, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre comment ces puissants arrivent à négocier des amnisties, enfin pas des amnisties, mais on va dire une fiscalité un peu à la carte, quoi. Voilà, avec ce trust par exemple. Euh, bon, visiblement C'est c'est comme ça. ce supposé trust, ouais. Donc merci beaucoup, cher Monsieur Rivoire. Voilà, n'hésitez pas. Ce livre, excellentissime livre, l'Élysée et les oligarques contre l'info. Voilà, n'hésitez pas à l'acheter, excellentissime livre, vous apprendrez énormément de choses. En tout cas, merci beaucoup, cher Monsieur Rivoire. J'espère quand même que vous êtes confiant, un minimum pour l'avenir de l'information de ce pays, quand même. Disons que l'information viendra pour moi, beaucoup par les médias alors il continue à y avoir des grands médias tenus par les milliardaires qui font de l'info, hein. Je veux dire, je trouve que voilà, certains journaux sont mieux tenus que d'autres, mais clairement, heureusement que les médias indépendants viennent, les challenger un petit peu parce que sinon je pense que ça serait très compliqué et donc là, grâce aux médias indépendants, ça va réveiller le système. Nous, pendant 15 ans à Canal, on a essayé de jouer un peu ce rôle de bousculer un peu les autres médias, ou c'est ce que faisaient les Guignols aussi en se foutant de la gueule des dérives de notre monde. Voilà, je pense que les médias indépendants vont aiguillonner les grands médias et leur rappeler qu'ils ne sont pas en position de monopole et que le peuple n'est pas complètement débile. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre prochaine enquête ou pas? Non, vous avez des idées peut-être? C'est un peu trop tôt, on n'a pas Bon, forcément de choses précises et puis c'est un peu confidentiel. En revanche, on ok, a on a on a un gros enjeu sur l'évolution de Off parce qu'en fait, Off Investigation s'est lancé comme, on fait un appel Kiss Kiss Bank Bank pour financer une série bilan du d'accord. quinquennat Macron et moi je tenais à ce que si on prend un engagement vis-à-vis des gens, on tienne nos engagements parce que sinon demain on ne pourra pas aller, demander de l'argent. Donc on a, levé effectivement 200 000 € et on a effectivement fait cette série sur Macron. Donc le boulot il est fait. Après la question c'est est-ce qu'on s'arrête demain matin ou est-ce qu'on essaye de faire de ce site quelque chose qui peut survivre? En France, si vous voulez pas être trop taxé, il faut obtenir un statut de service de presse en ligne pour avoir une TVA réduite et que les gens puissent donner des dons défiscalisés. Donc, c'est un statut qu'on va essayer d'obtenir dans les prochains mois. On va travailler méthodiquement. Si on arrive à avoir ce statut, ce qui suppose d'ailleurs de publier des articles un peu régulièrement, donc on va pas faire que de l'audiovisuel parce que c'est très cher. On va faire des papiers parce que c'est moins cher pour essayer D'accord. d'avoir ce statut et derrière essayer de créer un tout petit modèle économique d'un site d'info indépendant. Et si on y arrive, eh ben, on peut tout à fait imaginer que dans un an ou dans 18 mois, on relance une série de documentaires sur le nouveau président, je ne sais pas qui ce sera, de la France, ou pour élargir sur les pouvoirs économiques, sur les abus. En gros, nous, c'est plutôt les abus des puissants, vous voyez, c'est plutôt ça qui nous intéresse, quoi. Ben, merci beaucoup, Monsieur Rivoire, et ben, je vous souhaite vraiment le meilleur. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis pendant plus de 1h10. Ce soir, nouveau live avec Bertrand Scholler. Là, on va parler de l'affaire McKinsey à fond. Merci, passez tous une bonne journée et à ce soir. Merci beaucoup, Au Monsieur revoir. Rivoire.